France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Et ce soir, nous recevons l'auteur, metteur en scène, cinéaste Pascal Rambert, dont la pièce Mes frères est actuellement jouée à la Colline, dans une mise en scène d'Arthur Noziciel. On parlera d'un autre spectacle, également 3 annonciations en ce moment en tournée. À 19h20, Affaires en cours, et dans le cadre de la journée spéciale sur France Culture, ce que le Covid fait à la science, Marie Sorbier demandera à Sandrine Reboul-Touré, docteur en linguistique, quels sont les mots nouveaux qui sont entrés dans la langue depuis la pandémie. À 19h50, affaire à suivre, j'appellerai la mezzo-soprano Karine Deshaies, qui sera sur la scène de l'Opéra de Toulon cette fin de semaine. Bonsoir Pascal Rambert. Bonsoir. Si nous n'avons pas besoin d'une actualité particulière pour recevoir nos invités, avec vous, Pascal Rambert, il y a toujours une actualité parce que vos textes sont joués dans le monde entier, que vous en produisez très régulièrement de nouveau, que vous les mettiez en scène ou non, comme donc actuellement Mes frères, mise en scène par Arthur Noziciel à la Colline avant d'aller à Rennes, mais aussi avec 3 annonciations que vous venez de créer à Rennes. La dernière est ce soir, avant de poursuivre en tournée à Bayonne, Pau, Tours, Paris. Il y a encore le festival Pascal Rambert au Théâtre Joliette à Marseille, avec 4 spectacles. Avignon à vide, Mes propres mains, c'est passé. Ce soir encore Reconstitution, puis Clôture de l'amour les 9 et 10 octobre. Le début de l'art en lecture le 10 octobre. Peut-être commencer par là, pour une fois, avant de remonter le film. Comment vous expliquez l'abondance de votre production, Pascal Rambert? Je ne l'explique pas. Enfin, j'ai pas de théorie là-dessus. C'est de la joie, en fait. Ça rend joyeux d'être vivant et toujours, je pense, tous les soirs quand on joue, souvent je pense à Jean-Luc Lagarce, qui a été celui qui a produit, qui a édité quand il a créé Les Solitaires Intempestifs. Et je me souviens qu'à cette époque-là, il ne trouvait pas d'éditeur pour faire ses pièces et il était obligé de monter, je sais pas, la Cantresse Chauve, etc. Et puis après, il disparaît, et puis après, ses pièces sont montées, donc je suis à la fois content d'être vivant et que mes pièces soient jouées. C'est tout. Aussi et édité. Ouais. La plupart aux Solitaires Intempestifs d'ailleurs. Alors, on remonte un peu le fil biographique pour s'apercevoir que votre première compagnie, le Théâtre en Bandoulière, ça a 17 ans, que vous la créez. Le goût, la passion du théâtre, elle était venue par la pratique, par la lecture, par quoi, Pascal Rambert? Non, en fait, comme j'étais à Nice, quoi, donc c'est pas forcément une première ville de culture ou voilà. Et moi j'écrivais de la poésie, en fait, j'écrivais de la poésie et j'ai été édité très jeune dans des revues de poésie à Nice et dans une revue extraordinaire qui était une revue à Marseille qui s'appelait Dox. Julien Blaine, voilà, qui l'a dirigé. La poésie visuelle, etc. Donc j'avais, je sais pas, 15-16 ans et je publié beaucoup de choses. Et puis après, c'est venu que ces textes-là que j'écrivais, je les ai donnés à mes camarades de classe, quoi, quand j'étais en première, seconde, terminale, et j'ai construit ma compagnie quand j'étais en première. Et j'ai rassemblé les gens autour de moi, et je leur donnais mes textes, et je leur disais, j'avais pas d'argent, enfin, je leur disais, ah non, te mets pas comme ça, mets-toi plutôt près de la lumière, où il y a la lumière qui tombait sur la lumière de la fenêtre, comme ça, donc la lumière du jour. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre en scène, à écrire. En fait, maintenant, si j'écris, je sais pas, pour Podalides ou pour Marina Hans ou pour Audrey Bonnet, etc., je continue exactement à faire la même chose que je faisais quand j'avais 16 ans, quoi. Restons dans les années, alors, lycée et suivantes. Habitant en Nice, vous avez eu la chance d'avoir Clément Rosset comme prof de philo, ce qui est quand même pas rien. On l'a évoqué il y a pas très longtemps. On écoutait une archive de Clément Rosset, immense philosophe. Est-ce que il participe de ce goût de la pensée philosophique que vous avez depuis longtemps, Pascal Rambert? Oui, c'est ce que j'ai fait. Je veux dire, soit j'allais devenir prof de philo, ce qui m'enchantait à moitié parce que j'avais lu La Nausée de Sartre et je voyais ce que devenaient les profs et alors que être tous les jours dans une pratique de répétition et d'écriture, c'était tellement exaltant, surtout à 17-18 ans, comme ça, c'était merveilleux, quoi. Je veux dire,
et puis de voir que ça marchait bien, en fait. Je veux dire, très vite, on est monté à Paris, très vite, on a été repéré, très vite, et puis c'était les années aussi où Mitterrand a été élu, donc il y a eu avec Jacques Lang le souffle que l'on connaît et qui nous a énormément aidé, quoi, en fait. Et de ce point de vue-là, c'était comment dire. J'ai hésité parce que c'est vrai que quand j'étais à la fac de Nice et que j'écoutais Clément Rosset, ça m'a ouvert ce que ça ne veut pas dire que les autres profs n'étaient pas bien, mais tout d'un coup être face à Clément Rosset, c'est exceptionnel. Voilà, là je suis en train de tourner avec Caroline Champetier. Tourner avec Caroline Champetier, c'est tourner avec Caroline Champetier. C'est pas tourner avec n'importe quel chef-op. Et être face comme prof de philo, face à Clément Rosset. Et très vite, j'ai compris. Il m'a dit, Pascal, il faut que tu continues à faire ce que tu fais. Et vas-y. Et donc, j'avais cette espèce il m'a donné une forme d'énergie pour me dire, en fait, oui, je peux continuer à écrire, à faire du théâtre. C'était très bien. Et puis il y a aussi quand même à Nice, et c'est parce que c'est le début de la grande décentralisation, la décentralisation théâtrale a une longue histoire depuis l'après-guerre, mais encore plus forte. Vous avez l'occasion de voir des spectacles qui vous marquent, certains à Nice, d'autres j'imagine à Paris, mais le Campagnol, Hans-Peter Klaus, plus tard Pina Bausch, Claude Régis, sont les spectacles qui sont structurants pour vous, qui vous disent un peu, voilà, c'est peut-être vers ce genre de forme que j'ai envie d'aller, ça forge un goût? Complètement, je veux dire, je sais pas pourquoi, un jeune homme qui ne connaît rien à rien. Tout d'un coup, quand je vois Par les villages de Claude Régis, tout d'un coup, je dis voilà. Le texte de Peter Handke. Voilà, le texte de Peter Handke, ça c'est. Mais peut-être 2 semaines après, je vois un spectacle dans le même théâtre de Nice. Je vois un spectacle du Grand Magic Circus et je dis c'est pas ça, c'est pas ça. Mais pourquoi, qu'est-ce qui se forme dans le cerveau d'une jeune fille ou d'un jeune garçon que tout d'un coup, quand je vois 1980 Ein Stück von Pina Bausch, je dis c'est ça, et que j'y retourne tous les soirs. Et parce que j'y retourne tous les soirs, au théâtre, il commence à me dire, écoute, je sais pas, quoi, t'as pas une maison, pourquoi tu viens tout le temps comme ça? Et en fait, je suis allé tous les soirs, j'ai tout vu pendant 3-4 ans, j'allais tous les soirs. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à forger mon œil. Enfin, je dis ça toujours aux jeunes gens, quoi. Je leur dis regarde, quoi. Allez-y. C'est ce qui est vraiment le meilleur conseil à donner. Lire, regarder, écouter, visiter les musées. Avant de poursuivre et pour mieux poursuivre, on va écouter ensemble une archive de 1984. Cette année-là, Antoine Vitez monte La Mouette de Tchekhov. On va entendre Dominique Raymond qui jouait Nina et Patrick Kerbrat qui jouait Trigorine dans un extrait de l'acte 2 et un court entretien avec Antoine Vitez. Quel monde merveilleux. Comme je vous envie, si vous saviez. Le destin des gens est si divers. Certains traînent à grand-peine leur existence, ennuyeuse et insignifiante, tous pareils les uns aux autres, tous malheureux. D'autres, comme vous par exemple, un seul sur 1 million, ont reçu en échange une vie lumineuse, intéressante, pleine de signification. Vous êtes heureux. Moi ? Vous parlez de célébrité, de bonheur, de vie lumineuse et intéressante, mais pour moi, toutes ces belles paroles ne sont, excusez-moi, pas autre chose qu'une marmelade dont je ne mange jamais. Vous êtes très jeune et très bonne. Votre vie est belle. Qu'est-ce qu'elle a donc particulièrement bien? Il faut que j'aille écrire, excusez-moi, je n'ai pas le temps. Le théâtre russe, vous savez, a une importance immense pour le théâtre mondial. C'est-à-dire qu'il s'est produit dans les années 10 en Russie une floraison intellectuelle, artistique, scientifique et politique absolument inouïe, qui est vraiment à l'origine de tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Alors, si je cite les noms de Stanislavski, de Meyerhold, de Taïrov, de Vartangov, je citerai les noms de tous nos maîtres. Pour les gens de théâtre, ce sont nos maîtres, vraiment nos maîtres. D'ailleurs, finalement, ces recherches, c'est aussi la révolution russe. La révolution russe est aussi le produit de cette floraison d'activités intellectuelles. Tous les révolutionnaires sont comparables à des metteurs en scène. On a Lénine, on a Trotsky, on a Stanislavski, Meyerhold ou Vartangov ou Taïrov. Qu'est-ce qu'on leur doit? Si je parle de Meyerhold surtout,
l'idée toute simple, qui est vraiment l'œuf de Colomb du théâtre, que le théâtre, la chair même du théâtre, est la convention théâtrale. C'est-à-dire que, en fait, toutes les formes ne sont que des codes. Le réalisme n'est pas plus réel que le formalisme. Tout est code. Tout est manière d'appréhender le monde par le théâtre. La Mouette, Antoine Vitesse, le théâtre russe, on a 3 passions de Pascal Rambert en une seule archive. On reprend dans l'ordre quand même, La Mouette. Ah, la Mouette, je montais une de mes pièces au théâtre d'art de Moscou, justement, il y a quelques années. Et j'ai demandé à une vieille actrice, qui avait joué la Mouette, elle devait avoir 70 ans, et elle avait joué la Mouette quand elle avait 20 ans, forcément. Je lui ai dit, mais comment ça se passait? Et elle m'a dit, on est dans un studio comme ça, en fait, dans le studio au théâtre d'art, où on voit la photo très célèbre, où on voit Tchekhov penché sur son livre, comme ça, avec tous les autres acteurs autour. Photo merveilleuse. Et elle a tout refait, 50 ans après. Comment elle jouait, quoi. Alors pour moi c'est l'amour absolu du théâtre, c'est cette chose qui reste dans les corps, dans la mémoire. Et cette dame de 70 ans qui était actrice au théâtre d'art depuis donc qu'elle en avait 20 avait encore la Mouette en elle. Alors et moi j'ai encore dans mon corps Antoine Vitesse parce que j'avais 20 ans aussi. Vous avez été son élève à l'Ouvroir de théâtre, oui, à Chaillot. Oui, la toute première année, quoi. Je suis passé, comme disent les gens dans les cours de théâtre, quoi, 2 fois, je tremblais absolument, mais voilà, ce qu'on vient d'entendre, on l'entendait tous les matins, parce que c'était des cours tous les matins, sans diplôme, sans rien, de façon totalement légère, quoi. Vous voyez, là aujourd'hui, les gens veulent faire des écoles, veulent être sanctionnés par des trucs à la fin. Là, on était rentrés comme ça, on se retrouvait au fond de Chaillot, et c'était la parole, quoi. C'était Antoine, et on voyageait comme ça à travers le... Non, c'était vraiment merveilleux. L'entendre chaque fois, c'est. Des fois, je réécoute ma nuit chez Maud pour l'entendre. J'ai besoin de l'entendre de temps en temps. Non, c'est vrai, c'est un pur bonheur. Le théâtre russe, vous le disiez, vous avez travaillé notamment au théâtre d'art de Moscou. Ça représente quoi, de se retrouver dans ce que disait un des fondamentaux de ce qu'est le théâtre? Ça vient de là. Oui, parce que c'est aussi des endroits où je travaille. Quand je suis à la Comédie Française, ou que je me rends compte que, je sais pas, tel sociétaire et j'ai oublié je suis très mauvais en chiffres, mais... Numéro. Oui. Ouais. Mes descendants de Molière, il y a une force comme ça, une sorte de force du temps qui traverse les corps, puisqu'ils sont 581. Par là. Et c'est extraordinaire d'imaginer ça. Quand je parle avec Denis Podalida, je dis, tu vois, je te touche, mais je touche une partie d'une mémoire très profonde, comme une sorte de carotte à l'intérieur du temps, quoi. Et pareil, quand je travaille au Piccolo à Milan, et ça, dans ces grandes maisons qui sont porteuses de l'histoire du théâtre, quoi. C'est vraiment, quand j'étais au Thalia Theater à Hambourg, ce sont des maisons où on sent qu'il y a, voilà, c'est comme aux Français, quoi. Je veux dire, c'est extrêmement émouvant. À propos de théâtre et d'histoire, très courte archive, celle-ci, puisque dans votre parcours, il y a aussi, il y aura peut-être à nouveau, on parlera, le rôle de patron d'institution, Pascal Rambert, parce que vous avez dirigé de 2007 à 2016 le T2G Théâtre de Gennevilliers, qui est devenu, avec vous, un centre dramatique national de création contemporaine. On écoute en 66 Jean Villard, qui se souvient de la première édition du Festival d'Avignon. La première année, il y avait 3 heures, d'ailleurs, comme toujours nous l'avons fait pendant 19 ans. Et cette année, pour le 20e, il y en a 6. Nous ne sommes jamais descendus au-dessus de 3. Nous avons toujours tenu la doctrine et la méthode, disons, de la première année. Mais la première année, il y avait un fait assez étonnant. Et je crois qu'on le fait toujours quand on démarre. On veut tout et on fait tout. Le danger, c'est de se perdre et de se disperser. Mais à la vérité, il y avait 3 pièces, et 3 pièces dans 3 lieux différents. Ici même, dans cette cour, un Shakespeare, Richard II. À l'intérieur du palais, mais dans une autre cour, nous jouions une pièce de Claudel, Tobie et Sarah. Et ensuite, au théâtre municipal, 3e lieu, la pièce d'un jeune auteur, Maurice Clavel, La terrasse de midi. Et il y avait là déjà beaucoup de gens qui par la suite devaient faire parler d'eux, et déjà certains qui avaient fait parler d'eux. Il y avait Alain Cuny, il y avait Germaine Montero, il y avait Béatrice Dussan, Hirsch et bien d'autres. Et puis, il y a eu, dès la première année, une très jeune fille. Jeanne Moreau. Et oui. Et c'est agréable aussi de penser qu'il y avait Moreau. Jean Villard, ça a été une sorte de modèle quand on dit on veut tout. Ouais.
Hein. J'étais assez Julienne Beck quand même à une époque. Non, mais Ouais. je voudrais dire quelque chose. Pardon. Je viens de faire une pièce qui s'appelle Deux amis que je crée au mois de juillet bientôt. J'ai écrit Une autre. Ouais, non, pour Stanislas Nordet et j'en parle parce que c'est important. Stanislas Nordet et Charles Berling, où ces deux acteurs qui se retrouvent pour remonter justement la version des 4 Molières qu'avait fait Vitesse en 79. Bref, mais je me suis rendu compte en fait que Villard et Vitesse sont morts tous les deux au même âge, à 59 ans. Oui, alors. Et vous avez quel âge, Pascal Rambert? 58. Non, mais tout va bien. Mais non, mais ça m'a vous pose beaucoup question. touché parce que j'ai passé beaucoup de temps avec Antoine et je l'ai vu extrêmement stressé, justement à Chaillot, justement au Français. Et Villard, on sait qu'il est mort d'une sorte de cancer de l'estomac, etc. Donc c'est des métiers où l'énergie ce que l'on donne chaque soir, nous, à un moment donné, presque nous tue, mais nous tue par amour de ce métier-là. Enfin, et ça m'a, Villard, Vitesse, avec les deux V, le même âge de la mort, je sais pas, ça me raconte quelque chose. J'ai pas encore posé des mots dessus, mais ça me raconte quelque chose. Ouais. Ça vous raconte peut-être que vous n'avez pas envie de retrouver la direction d'un lieu ou d'un festival. Non, pas du tout, non. Et très franchement, j'ai aucune envie de ça. Je suis vraiment libre. Je suis très libre. Alors, je suis pas obligé de. Je fais entre 8 et 10 créations par an. Il paraît que c'est beaucoup et tout ça, mais moi, c'est ma façon de faire. C'est pas J'en mal. fais une en France, c'est très bien comme ça. J'ai aucune envie de me retrouver dans une maison à me taper des rendez-vous sur, je sais pas, la com. Qu'est-ce qu'on va faire cette année pour le programme? Enfin, tout Festival ça. d'Avignon, Je non l'ai plus fait. Ah non, certainement pas. Et tout ça est trop violent. Enfin, non. On arrive à des endroits de folie totale. Non, moi, je suis très heureux de travailler comme ça partout dans le monde et de rester indépendant. Bon, on va parler du travail et de comment vous travaillez, Pascal Rambert. On va poursuivre cette discussion dans une dizaine de minutes, mais auparavant, comme chaque jour à 19h20, on accueille dans ce studio Marie Sorbier pour Affaires en cours. Bonsoir Marie Sorbier. À l'occasion de la fête de la science, France Culture consacre depuis ce matin une journée spéciale à la recherche avec comme thématique, ce que le Covid, on dit même ici on dit le Covid maintenant. Voilà, on est quelques résistants à dire la Covid. Bon. Nous allons en parler très vite. Bon, ce que le Covid fait à la science. Et nous avons voulu justement dans cette séquence nous interroger sur notre langue et sur ce vocabulaire que nous avons tous adopté depuis plusieurs mois. Sandrine Reboul-Touré, bonsoir. Vous êtes docteur en linguistique et est-ce que vous pourriez d'abord nous donner votre sentiment de linguiste sur l'apparition soudaine et massive de mots nouveaux depuis le début de la pandémie ? Oui, en effet, j'ai l'impression qu'il y a une effervescence qui est tout à fait notable, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de création de mots nouveaux en permanence. Je dirais que ceci se fait en filigrane, mais là, avec la pandémie, il y a une explosion de termes nouveaux parce que nous nous trouvons face aussi à de nouvelles réalités qu'il faut pouvoir nommer. Parce que pour en parler, il faut bien qu'elle puisse avoir un nom, ces réalités, et de ce fait, la langue va mettre son étiquette, je dirais, pour qu'on puisse parler de ces choses nouvelles qui apparaissent. Par ailleurs, le fait que les journalistes aussi le relèvent eux-mêmes alors qu'ils sont dans un mouvement de langue permanent avec des mots qui émergent très souvent, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose de particulier et qu'on a un pic, je dirais, de mots nouveaux qui est en train de surgir. Ce qui est étonnant, mais peut-être vous me contredirez, c'est que on a une aptitude quand même assez rapide à intégrer ces mots nouveaux de façon tout à fait presque naturelle, non ? Voilà. Alors, votre remarque me paraît extrêmement intéressante. S'il s'intègre aussi naturellement, comme vous dites, dans la langue, c'est parce qu'en fait, les mots qui ont été créés, on pourra donner quelques exemples peut-être, ils s'insèrent dans le système de la langue. Alors, si je peux prendre un exemple, lorsqu'on a le confinement, qui est le fait de s'isoler, voilà, peut-être qu'auparavant, on ne l'avait pas pensé comme étant un confinement où nous allions rester chez soi, mais c'était bien cette spécificité qui était de ne plus sortir, on va dire. Et à partir de là, quand on est sorti du confinement, on a eu le déconfinement.
chose extrêmement régulière en français. Lorsqu'on veut faire une action qui va être l'inverse, ou quand on a besoin de mentionner le contraire, on va utiliser ce fameux petit préfixe D qui veut dire faire l'inverse. Et de ce fait, confinement était peut-être un peu nouveau pour être utilisé aussi souvent, mais le déconfinement allait très très bien, et actuellement on se pose la question du reconfinement. Donc vous voyez, on a des verbes comme coudre, découdre, recoudre, faire, refaire, défaire, et du coup le système est déjà là. Et de ce fait, quand on a un mot nouveau qui est forgé sous cette forme-là, avec une série, confinement, déconfinement, reconfinement, eh bien, il est très vite adopté, je dirais. Donc finalement, notre cerveau ayant intégré le système de notre langue, le système pratique de notre langue, construit tout seul les mots ? Alors, je ne pense pas qu'il le construise tout seul. Il peut en construire, ça c'est sûr. Les enfants le font très bien. Par exemple, lorsqu'on a des pommiers, lorsqu'on a des cerisiers, il y a bien un « et » ou « yé » en finale, et les enfants peuvent proposer des tomatiers, qui seraient des arbres avec des tomates. Évidemment, ce ne sont pas des arbres, ce sont des plantes. Mais voilà, quand les enfants proposent tomatier, on se dit, tiens, ils ont bien compris le système de la langue, et nous faisons pareil. Donc, on peut en inventer nous-mêmes, mais là, dans le cadre de cette fameuse pandémie, il y a beaucoup de mots qui sont proposés au niveau politique, mais il y a aussi beaucoup de mots qui surgissent auprès de tous les citoyens. On l'a vu notamment avec le confinement, où on avait des apéros Skype ou des apéros dans la rue, c'était apéru ou de choses de cet ordre. Donc on est évidemment tous capables de créer tout le temps, on le fait tout le temps. Maintenant, certains mots vont se stabiliser et ils vont sans doute quitter l'usage et entrer dans la langue. Et il y en a quelques-uns qui sont retenus. C'est ce qu'on peut voir au travers du travail fait par les lexicographes qui vont retenir des mots pour les faire entrer dans leur nouvelle édition de dictionnaire. Je pense au Petit Larousse et au Petit Robert, qui évidemment vont faire apparaître ces nouveaux mots dans leur édition de 2021. Alors, notre langue est vivante, bien sûr, et on a bien besoin de mots pour penser, pour partager ces nouvelles réalités de notre quotidien, Marie. Sandrine Reboul-Touré, alors quels sont ces fameux nouveaux mots qui vont entrer dans le dictionnaire en 2021 ? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ? Oui, évidemment, on commencera par Covid. Et alors COVID... le ou la ? Alors, attendez, c'est magnifique. Covid tout seul, pas Covid-19. Et ce qu'il y a de formidable et que je vois vraiment pour la première fois, c'est qu'on met l'étymologie, et l'étymologie, c'est 2020. C'est la première fois que je vois une étymologie datée de 2020. Et le Petit Robert propose la possibilité de dire que c'est un nom masculin ou bien un nom féminin, sachant que par ailleurs, l'Académie française a proposé de dire la Covid. Vous-même, vous employez la Covid parce que vous pensez à la maladie, puisque c'est coronavirus disease prononcé à ma façon pour la maladie à coronavirus. Et du coup, comme c'est le nom de la maladie, on a peut-être de bonnes raisons de dire là, mais comme ce mot-là est arrivé et que c'était coronavirus et qu'on pensait à virus au masculin, eh bien le mot s'est répandu très très vite avec le. De ce fait, même en usage actuellement, il y a des personnes qui disent le, d'autres qui disent la. Et je crois que le Petit Robert a su trancher, si j'ose dire, en nous proposant le fait qu'on puisse utiliser le masculin ou le féminin. Du coup, nous ne sommes pas du côté de la faute et on est du côté de ce qu'on appelle la variation en linguistique. Les deux peuvent se dire sans qu'il y ait le couperet de la faute. Alors ça, c'est un mot qui vient d'entrer. Le déconfinement aussi, avec une étymologie un petit peu plus ancienne, mais rare avant donc cette année 2020. Autre mot nouveau que j'ai repéré, c'est sur des termes un petit peu spécialisés, avec nasopharynx, avec oxymètre, là pour des termes techniques. Mais ce qu'il y a aussi de fort intéressant, c'est que nous avions des mots qui existaient déjà. Je pense à barrière, à confiné, à écouvillon, qui vont dans les nouvelles éditions des dictionnaires prendre une spécificité, parce que l'écouvillon c'est une sorte de balai. Or évidemment on va pas nous mettre quand même un balai dans le nez pour faire ces fameux tests, et du coup le fait que ce soit un petit bâtonnet muni d'une petite brosse sera ajouté
à la définition déjà existante des couvillons, notamment dans le dictionnaire du Petit Robert. En vous entendant, Sandrine Reboul-Touré, j'ai l'impression qu'il y a peu d'anglicisme dans les mots que vous citez. Oui, votre remarque est tout à fait pertinente. C'est ce qui fait l'intérêt de cette effervescence linguistique, parce que au niveau des emprunts, je dirais, il y a le mot Covid, bien entendu. On peut peut-être aussi mentionner cluster, ce fameux regroupement de personnes qui sont malades dans un certain lieu, mais c'est un mot qui semblait déjà exister du côté de la sphère médicale, mais qui passe ici avec un usage un petit peu plus récurrent. Donc, mis à part ces deux mots-là, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les ai pas trouvés, on n'est pas du tout en train d'emprunter, et de ce fait, on voit à quel point il y a beaucoup à faire du côté du français, et que la créativité, elle est toujours présente. Et d'ailleurs, Alain Ray, dans la présentation de cette nouvelle édition du dictionnaire, dit « Loin d'être resté confiné, la langue française manifeste sa vitalité ». Alors la vitalité de la langue française, elle est toujours présente, mais là, il y a une pointe, et on n'est pas obligé d'aller chercher des mots du côté d'autres langues. On a beaucoup de possibilités pour travailler et créer avec le système linguistique que nous avons. Alors, nous n'avons pas eu le temps d'évoquer septaine ou encore présentiel ou distanciel, mais merci beaucoup Sandrine Reboul-Touré pour votre éclairage. Et puis évidemment, Pascal Rambert, les mots, la langue, les mots, vous les aimez. Vous aimez beaucoup les énumérations, notamment. C'est l'amour des mots, ça. Oui, c'est bien à faire avec les acteurs. Ça a toujours l'air d'être compliqué pour apprendre et tout. Non, mais c'est beau. J'ai de fait un véritable amour de la langue française, et tant et si bien que, comme je travaille beaucoup à l'étranger et que je passe ou en Chine ou au Japon, il arrive je pars généralement sans livre, et au bout d'un moment, au bout de 2-3 semaines, quand je suis là-bas, je trouve toujours, je sais pas, une librairie de seconde main comme ça. Il y a toujours un rayon livre anglais ou livre français. Et inévitablement, je tombe sur un livre de Proust, et non, mais c'est une sorte de joie, quoi. Et tout le temps, ça m'arrive, hein. Et parce que au bout d'un moment, j'ai quand même vraiment besoin, quand je suis à l'étranger, de ma langue. Non, mais vraiment, j'en ai besoin physiquement. Comme il y a des gens, je sais pas, qui adorent regarder des séries, c'est pas mon cas, parce que j'ai pas le temps, et puis là, moi, j'adore lire la langue française, et quand je suis pas dans mon pays, j'en ai besoin physiquement, quoi. Merci, Marie Sorbier. France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Nous poursuivons cette émission en compagnie ce soir de l'auteur, metteur en scène, cinéaste Pascal Rambert, pour continuer à explorer son processus de création. On a évoqué le Festival d'Avignon, bien compris que vous n'êtes pas dans la course à la direction de ce festival. Tout, mais c'est un lieu qui a quand même toujours été important pour vous, et qui notamment a vu la création de Clôture de l'amour. C'était en juillet 2011. Relève-toi, Stan. On va se séparer. Je ne sais pas comment nos corps vont faire pour quitter cette pièce. Il faudrait les pompiers, la grande échelle, des appareils d'assistance respiratoire, un massage cardiaque, de la morphine. Il y aurait les gyrophares, les sirènes. Il y aurait le silence. Nous partirions chacun de notre côté. La chambre froide ressemblerait à ici. Ce serait ici. Il y aurait du sang partout. Ce serait calme. Il n'y aurait plus de cris. Nous serions allongés et ce serait fini. On fermerait nos yeux. On poserait nos mains sur nos poitrines. On fermerait la porte et ce serait fini.
Alors, c'était loin d'être fini. Pascal Rambert avec Clôture de l'amour, exemple rare, très rare de succès mondial. On vient d'entendre Audrey Bonnet, Stan, c'est Stanislas Nordet, les deux acteurs de cette création. 12 versions à l'étranger dans des mises en scène signées Pascal Rambert, auxquelles il faut ajouter 14 autres versions jouées de par le monde, mises en scène par d'autres que vous. 26 traductions différentes de Clôture de l'amour, qui est constamment jouée dans plusieurs endroits sur la planète. Au moment où on parle, il y a statistiquement, logiquement, une représentation de Clôture de l'amour qui doit se dérouler quelque part sur un fuseau horaire. La rupture amoureuse, bon, certes, est comme l'amour universel, mais est-ce que ce succès vous surprend encore, Pascal Rambert? Bon, depuis, j'ai fait peut-être trop de choses depuis. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses depuis. Mais par exemple, demain, je pars aux Aurores à Bilbao parce que ça fait 4 ou 5 ans que je devais faire la version basque. Non, mais oui. Ouais. Mais j'en fais une version par an, franchement. Quand vraiment j'ai envie, quand les acteurs sont super, quand le rapport à la production est bien et que c'est agréable. Et la dernière que j'ai faite, je l'ai faite au Caire en Égypte. Et j'avais envie de faire ça au Caire chez Ahmed El Attar parce que c'est un super festival. Et puis voilà. Bon bref, j'avais fait d'autres choses. Fait au Japon. Chine, aux États-Unis, en Moscou. Vraiment. Et donc j'en fais une par an, une tous les 1 an et demi, comme ça. Quand vraiment, et là bon. Mais c'est comment dire, je pense que ça arrive qu'une fois déjà. Et comme on se l'était des fois un peu raconté, c'est que moi, je crois que ça tient beaucoup aux acteurs, en fait, puisque le soir de la première, tous les producteurs qui étaient là, finalement, m'ont appelé le lendemain, et ceux qui avaient aux têtes nationales de Zagreb ou aux têtes nationales de Thaïlande, etc., ils parlaient pas du tout français. Donc, ce qu'ils ont vu, ils ont vu des corps, ils ont vu une énergie, ils ont vu un truc hyper tendu, mais ils sont pas rendus compte de la langue. Ils ont vu des acteurs avant tout. Et d'entendre Audrey Bonnet dire ces mots-là, après-demain, il joue au Théâtre de la Juliette, Clôture de l'amour, ça fera presque 10 ans, et on a joué dans le monde entier, quoi. Enfin, je sais même pas où on n'est pas allé, quoi. Et ça a produit une sorte forcément d'arborescence du travail qui fait que ça paraît toujours un peu bizarre, mais c'est vrai que mon agenda, pas avec Clôture de l'amour, mais avec d'autres choses, est plein jusqu'à 2024. C'est-à-dire, c'est tout le temps, constamment. Je veux dire, c'est devenu une sorte de façon de vivre, quoi. D'écrire, de répéter tous les jours. Et ma foi, juste avant le confinement, j'étais au Mexique parce que j'avais écrit. Et maintenant, j'écris de plus en plus pour les acteurs à l'étranger. Là, je prépare une chose pour l'Italie, une autre pour le Japon, une autre encore au nouveau en Espagne. Et après, il y a tous les projets qui vont se faire en Amérique du Sud et tout ça. Donc c'est vrai que c'est... moi, j'aime le monde, j'aime les gens et j'aime le monde. Donc ça me convient tout à fait de pouvoir me remplir et puis aussi tout l'aspect géopolitique des pays où je travaille aussi. Mais parce que vous le disiez, c'est la notion importante, c'est vous qui l'a souligné, Pascal Rambert, il s'agit beaucoup de corps. Vous dites de Clôture de l'amour, c'est une pièce de danse. On pourrait dire ça de la plupart de vos pièces, d'une certaine façon, depuis bien longtemps. D'ailleurs, je me souviens, il y a quand même longtemps, on disait Pascal Rambert, mettait en scène, chorégraphe. Ça apparaît plus vraiment dans les biographies, mais n'empêche. Parce que je fais moins de pièces de danse, en fait. N'empêche, il y a quand même cette dimension-là chez vous. C'est toujours du corps, même si ça parle beaucoup. Bah ouais, je sais pas, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune aussi. Le corps, ça a toujours été un endroit... de rapport, et puis c'est très lié à la sexualité dans les choses que j'ai pu écrire. J'essaie d'être un peu plus calme là-dessus, mais non, mais c'est vrai. Mais ou ce que je viens de faire là au TNB chez Arthur Nosiciel, donc c'est 3 annonciations, qui est une pièce avec 3 actrices et qui sont des sortes de nouvelles annonciations, d'annoncer des temps nouveaux. Avec une chose de Quattrocento, une chose qui se passe plutôt, comme on dirait, à Séville, avec la Semaine Sainte, et puis une chose qui se passe très loin partie dans le ciel avec Audrey Bonnet en cosmonaute. C'est des nouvelles annonciations. Et en italien, en espagnol et en français, puisque c'est une actrice italienne. On tourne en Italie, en Espagne aussi après. Et en fait, là, en le filmant cet après-midi, puisqu'on fait le film le film du spectacle,
un véritable film, je veux dire, un film de... je voyais à quel point... Enfin, c'est presque une pièce de danse aussi. Et puis, c'est éclairé par Yves Gaudin. Et Yves Gaudin est sans doute un des éclairagistes de théâtre les plus talentueux. C'est vraiment un artiste. Enfin, je travaille pas avec un éclairagiste. Et l'équipe avec laquelle je travaille, avec Naïs Roman qui fait les costumes, Alexandre Miller qui fait la musique, c'est vraiment un objet plastique extrêmement fort, quoi. Je peux le dire parce que c'est pas que ma pièce à moi. C'est vraiment, on avait fait une pièce il y a quelques années qui s'appelait Memento Mori, qui se passait entièrement dans le noir et où on ne voyait que des sortes de flamèches de corps comme ça. Et là, c'est avec du texte, avec les costumes et là, dans la pénombre absolue comme ça, des éclairages de Yves Gaudin. Je dois dire que quand je la regarde, je me dis pas juste c'est ma pièce, c'est formidable. C'est très beau parce que c'est avant tout le travail de Yves Gaudin. Donc ça c'est bien, on peut le dire. Alors on revient quand même au travail de Pascal Rambert et à l'écriture et au texte. Pascal Rambert, alors on peut noter quand même chez vous un goût fort, une inclinaison pour le monologue, alors qui préexistait à Clôture de l'amour, mais qu'il avait posé comme quelque chose de très radical, puisque c'était la première heure. Stan qui s'adressait à Audrey, la deuxième heure, c'était la réponse, après un interlude musical dûment choisi avec des jeunes choristes. Je vais très vite. Hein. Mais en y réfléchissant, je me demandais s'il n'y avait pas aussi une réminiscence. Vous parliez tout à l'heure de Par les villages de Peter Handke, la mise en scène de Claude Régis. Il y a quelque chose qui s'origine là, peut-être aussi, dans cette adresse? Complètement. Enfin, je veux dire, je pense que ma génération, on a été totalement... comment dire, j'ai croisé Peter Handke il y a peu de temps et je suis allé lui dire merci. Pas pour les questions de la Bosnie-Herzégovine où je vais très souvent et c'est un sujet qui est pour moi essentiel et qui m'a découpé en deux quand j'ai vu son comportement et plus que ça après. Mais pour tout ce que en tant qu'avant tout ça, je sais pas, la fatigue, l'essai sur la fatigue, toutes ces pièces, l'après-midi d'un écrivain et tout ça. Voilà, il y avait quelque chose où moi ça m'a libéré, quoi. Je veux dire, de la même manière que Thomas Bernhard, je pense, a libéré notre génération. Tout d'un coup, on s'est dit, on n'est pas obligé d'être tenu dans une forme, comme le disait d'ailleurs Vitesse, c'est-à-dire que on a pu, comment dire, dépluguer, enfin déconnecter. Le réalisme avec je te pose une question, tu me réponds, je suis dans un salon et voilà. Donc d'un coup il y avait moi qui voyais ces formes-là, je me disais mais elles me correspondent, quoi. Je veux dire, et d'ailleurs quand j'ai lu les premiers, je suis pas un grand fan du théâtre de Thomas Bernhard. J'aime ses romans, voilà. Enfin, j'aime sa phrase, quoi. Je vous suis là-dessus entièrement. Voilà, j'aime profondément sa phrase, mais j'ai été obligé très vite, hein, je veux dire. En 85, 86, j'avais, je sais pas, 23, 24 ans. Je me suis, mais tout de suite arrêté de le lire parce que j'ai senti que j'étais comme dans un fleuve et que j'étais trop puissant. C'est trop puissant. Mais ça a libéré quelque chose de la manière que les textes de Handke ont libéré entièrement. Et par exemple, j'ai beaucoup d'admiration pour l'auteur anglais avec ses très beaux cheveux blancs comme ça. Alors qu'il y a des très beaux cheveux blancs. Voilà, évidemment. Je vais retrouver. Et Martin Crimp. Voilà, et on s'est rencontrés à la comment ça s'appelle, à la Biennale de Venise. On avait fait une sorte de rencontre ensemble, et on disait exactement le contraire, quoi. C'est l'absolu contraire de la conception du théâtre, de la façon d'écrire, etc. Et je serais incapable de monter Martin Crimp, et j'ai une grande admiration pour ces toutes petites phrases très courtes et tout ça. Mais ma vie n'aura pas été d'écrire des petites phrases très courtes. Ma vie aura été d'écrire une ligne, voilà, qui se continue depuis que j'ai 16-17 ans et que j'arrêterai lorsque je serai mort. Mais c'est ça ma vie. Ma vie, c'est une phrase, en fait. C'est ça. C'est vraiment ça. Alors, c'est d'autant plus ça que dans vos choix, alors plutôt récents, me semble-t-il quand même, Pascal Rambert, c'est au revoir à la ponctuation. Il y a plus de majuscules, il y a plus de virgules, il y a quelquefois des points d'interrogation. Il faut quand même les noter. Oui, pour les acteurs de temps en temps. De temps en temps, mais vos textes maintenant n'ont plus de ponctuation. Pourquoi ce choix? C'est pareil, c'est-à-dire que pourquoi il aurait fallu que je mette de la ponctuation? Et c'est pas du tout pour faire genre. Je veux dire, c'est vraiment pas nouveau. Beaucoup de gens ont fait ça. Qu'est-ce que ça apporte? Mais moi, je veux dire, et les acteurs le sentent tout de suite, quoi. Non, mais
ils sont dans un rapport quasiment de co-création lorsqu'ils le lisent ou quand ils l'interprètent. Moi, je fais un métier, c'est un métier d'interprétation. Je suis pas psychanalyste, mais je fais un métier d'interprétation. Donc, j'interprète du réel, je lui donne une forme, comme disait Antoine, et après, je le donne, je le livre dans le corps, dans la bouche des acteurs, et après, eux, ils l'interprètent. Ce qui fait que je parle d'ailleurs de moins en moins aux acteurs. Et tous, ils me disent, mais t'as pas quelque chose à me dire? J'ai rien à dire, moi. J'ai pas d'idée sur la vie. Je sais pas ce que ça veut, enfin, je crois pas à la direction d'acteur et tout ça. Par contre, ce que j'écris pour eux, c'est plus que de la direction d'acteur. Ce que j'écris pour eux, c'est plus que jamais aucun metteur en scène pourra leur dire. Et tout est à l'intérieur de ce que j'écris. J'ai pas grand chose à rajouter. Et d'ailleurs, quand je leur donne, les acteurs, pour eux, c'est très clair, très simple, et la ponctuation, ils peuvent décider de s'arrêter là ou après. D'ailleurs, si on regarde, s'il y a un linguiste ou une linguiste, regardez comment c'est écrit, on peut tout à fait voir qu'en effet, le sens peut se transformer en fonction de où on s'arrête, où on reprend la phrase, où on reprend l'intonation. C'est une proposition de liberté. Mais ce qui veut dire... J'adore la liberté. Et pour moi, c'est quelque chose que je tiens très fort à ça, à ce que les gens soient, interprètent par eux-mêmes, sans être un metteur en scène qui est sur leur dos en leur disant tu dois faire ceci. C'est une attitude vis-à-vis de la vie, pardon. Non, mais c'est vrai que là, vous écrivez, ça fait maintenant un certain temps, Pascal Rambert, pour des interprètes précis. Vous savez que ce sera Marina Hans, que ce sera Charles Berling, que ce sera Stan Nordé. Mais quelqu'un qui monte une pièce de vous, avec d'autres acteurs, vous laissez faire, vous donnez les autorisations, et la liberté, elle est là aussi. Chacun en fait ce qu'il veut maintenant. Et comment? Ah oui, je veux dire que jamais... je reçois, c'est pas pour frimer, mais entre, 5 et 10 propositions par semaine. Et je dis oui. Je ne veux pas être quelqu'un qui dit, mais tu peux m'envoyer un dossier, s'il te plaît, en PDF pour voir ce que tu vas faire. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, les textes, ils ne m'appartiennent plus. Ils sont faits pour être diffusés, montés par d'autres gens, complètement différemment, en coupant, en remontant des choses comme ils veulent. Ça ne m'intéresse pas. Et par exemple, mon meilleur ami Arthur Noziciel, qui vient de monter Mes frères à la colline, je n'y suis pas allé. Enfin, je suis allé voir la pièce, oui, mais je ne suis pas allé voir une seule répétition, je n'ai rien dit à personne, je leur ai dit considérez-moi comme un auteur mort, et ça sera la meilleure façon pour que vous soyez vous dans un rapport tranquille, et pas avoir quelqu'un, qui soit là dans leur dos en disant... Ce sont quand même que des gens sur le plateau, et le metteur en scène aussi, qui vous connaissent, qui ont travaillé avec vous, qui ont déjà joué du Pascal Rambert. Pas tous, ce sont avant presque tout tous d'excellents acteurs. Enfin, oui, mais d'accord. Grégory, pour pas les citer, ou Marina Hans, oui, elle a Marie-Sophie Ferdan, elle a travaillé avec moi 2 fois ou 3 fois. Mais c'est vrai que, oui, non, c'est des gens, on a envie d'écrire pour des gens comme ça, bien sûr, bien sûr. On va écouter un peu de musique. Pascal Rambert, si vous voulez bien, un extrait du Così, fan tutte de Mozart, Soave sia il vento. Laurence Equilbé dirige l'Anisola Orchestra. On va entendre chanter Léa Desandres, Sandrine Piau et Florian Sampé.
Voilà pour cet extrait de Così fan tutte. Et on est en manque d'opéra sur le plateau. Ça tombe bien parce que dans 2 minutes, on va en parler avec Karine Day qui sera en ligne avec nous. Mais Pascal Rambert, la musique, cette musique-là, particulièrement, ça a quelle place dans votre vie quotidienne presque? C'est celle-là, oui, surtout celle-là. Et surtout ce passage-là de Così, je sais pas, c'est comme la perfection, quoi. Enfin, il y a quelque chose je l'ai mis dans 2 pièces, c'est une forme de mantra, d'obsession. Je sais pas pourquoi, j'aime profondément ça. Je veux dire, ça m'amène à la mélancolie active. Je sais pas comment dire, c'est merveilleux. La musique, elle est au quotidien, quand Pascal Rambert écrit, c'est-à-dire à peu près tout le temps, vu la production. Il y a de la musique avant, pendant, après, jamais? Jamais, non, j'écris pas, non, ma vie est très simple, je me lève tous les jours à 6h, je fais 1 heure de yoga et après j'écris, jusqu'à aller à la répétition. À 13h et après à 19h j'arrête et après j'écris. Comme ça tous les jours. C'est depuis des années. Et ça, je peux pas écouter de la musique quand j'écris. C'est comme ce que j'écris, il y a une sorte de forme d'avancée comme ça. De fleuve, quoi, de ruisseau, ça avance, quoi. Donc je peux pas. Et votre rythmique propre. Ouais, je peux pas. Il faut d'ailleurs que tout soit rangé, il faut pas qu'il y ait de bruit. Enfin, c'est pas agréable, quoi. C'est pas agréable de vivre avec Pascal Rambert, vous voulez dire? Non, je sais pas. Ça va, mais c'est vrai que c'est un peu. Il faut que tout soit rangé. Et le lit doit être fait, tous les objets, enfin, et que je sois dans un aéroport ou ailleurs, il faut que ce soit. C'est bien d'ailleurs parce que moi, c'est des espaces neutres. Je suis pas attiré par rien. C'est très agréable, en fait. Parce que vous viviez beaucoup dans les chambres d'hôtel aussi. Oui, surtout les Airbnb. Oui, bon, pas de publicité, ou alors il faut en citer d'autres. C'est très mal. Les appartements loués. Voilà, dans les appartements loués. Bon, la vie de Pascal Rambert. On en reparle encore dans quelques instants. France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Et à 19h50, chaque soir, nous sortons de ce studio, nous sortons de Paris, en région ou l'étranger. Ce soir, direction Toulon, dont l'opéra ouvre sa saison 2021 après des mois sans spectacle, avec un concert lyrique ce vendredi et de nouveau dimanche autour de la merveilleuse mezzo-soprano Karine Day, qui est en ligne avec nous. Elle sera accompagnée par l'orchestre et le chœur de l'opéra de Toulon, dirigé par le chef grec Georges Petrou, pour un programme allant de Handel à Offenbach. Karine Day, peut-être pour commencer, on va parler de ce programme, de ce concert lyrique Viva l'Opéra. Donc Rossini, Offenbach, Donizetti, Mozart, Handel, du plaisir, encore du plaisir, toujours du plaisir, Karine Day? Oui, et en plus on en a tous besoin en ce moment, ça c'est sûr. Grand plaisir en tout cas de retrouver mes collègues sur un plateau, un orchestre, les chœurs et puis évidemment tout bientôt le public pour les concerts. C'est vrai que il y a eu beaucoup de contraintes, il y a eu beaucoup de reports, il y a eu beaucoup de transformations de programmes, mais effectivement, moi je trouve que la musique, mais tout comme le théâtre ou le sport, c'est du live. Vous avez chanté à Toulon déjà précédemment, en 2014, La Belle Hélène. Vous y revenez cette semaine, mais durant toutes ces années passées, Karine Day, vous avez chanté dans les plus grandes maisons d'opéra. On va revenir un tout petit peu sur ce parcours, mais voilà, revenir à Toulon, ça vous fait quel effet? Ça me fait toujours le même effet quand je reviens dans des salles d'opéra qui ont marqué justement ma carrière, avec des gens qui m'ont fait confiance quand j'étais plus jeune. Et en plus, l'acoustique du théâtre est magnifique. Et justement, je trouve ça bien de revenir voir le public qui nous a vus plus jeunes. Et c'est très bien de pouvoir faire et les grandes salles et les salles dites un petit peu moins grandes, tout comme pour les festivals, vous voyez, de faire aussi ce que l'on appelle en tout cas les grands festivals, et à côté faire aussi les plus petits festivals de musique de chambre où il y a une plus grande aussi proximité avec le public. Je le disais à l'instant avec Pascal Rambert, on est en manque d'opéra vivant, de spectacles vivants d'opéra. Les maisons d'opéra, à Paris, l'opéra de Paris rouvrira normalement. Ils ont profité de ce moment pour faire des travaux. L'opéra comique a vu une production annulée pour cause d'un cas de Covid dans l'équipe artistique. On est vraiment en manque cette année 2020. Vous l'avez vécu comment? Alors, elle a bien commencé par une nouvelle consécration d'artistes lyriques de l'année aux Victoires de la musique. Pour ça, vous avez l'habitude, c'est la 3e fois, Karine Day. Mais comment vous avez vécu cette année jusqu'ici? C'est vrai que ça a été
pour tout le monde un choc. C'est la première fois que ça s'arrête comme ça d'un seul coup, d'un coup de couperet. On était tous en répétition. Personnellement, j'étais en répétition au Théâtre des Champs-Élysées à Paris et au bout d'un mois de répétition, on était prêts. On était vraiment au scène orchestre juste avant la première représentation. Et voilà, on a dû s'arrêter d'un seul coup. Trois productions se sont annulées, effectivement, jusqu'au mois de juillet-août. Par contre, j'ai eu la chance de pouvoir faire quand même des concerts qui ont été soit reportés, soit pas annulés. Et là, c'est vrai que c'est pas toujours facile de se projeter parce qu'il y a même déjà des opéras qui annulent à l'avance des productions. Donc c'est vrai que c'est une année un petit peu particulière pour nous. C'est au jour le jour, j'ai même envie de vous dire. Et puis il y a quand même aussi le fait que les chanteurs et chanteuses lyriques que vous êtes on va dire des sportifs et sportives de haut niveau. Il y a quand même une discipline, un niveau à maintenir. Comment est-ce que très concrètement vous faites, Karine Deshaies, pour être toujours ce que vous êtes au meilleur de vous-même? Je m'entraîne, c'est exactement ce que vous disiez, c'est comme un sportif. C'est vrai que les 15 premiers jours, je me suis arrêtée certainement comme beaucoup de monde. Je l'ai pris vraiment comme un repos qui était imposé. Et ensuite, j'ai tout de suite recommencé à travailler. Et dès que j'ai pu aussi, je suis retournée voir mon professeur de chant, mes coachs pour travailler avec aussi un pianiste. Et puis préparer quand même les choses qui n'étaient pas annulées. C'est bien d'avoir un but aussi pour travailler, ça faut le dire. Mais je n'ai pas fait un énorme arrêt et Dieu merci parce qu'après il faut que la machine redémarre, vous voyez. Oui, elle redémarre bien donc cette fin de semaine à l'Opéra de Toulon avec ce concert Viva l'Opéra. La suite pour vous, Karine Deshaies, en touchant plein de bois dans ce studio et chez vous? Oui. La suite, ce sera quoi? Touchons du bois, touchons de tête. Ensuite, ce sera à Monaco la semaine suivante pour l'heure espagnole en version concert. Et puis, la semaine d'après, je serai aussi marraine de Tous à l'Opéra. Ouais. Et j'animerai donc des masterclass à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Comique, les 24 et 25 octobre. Et puis après, j'ai d'autres concerts qui sont prévus. Deux mezzos sinon rien à Montélimar le 6 novembre. J'ai un autre concert en Suisse le 10 novembre. Je suis de nouveau au Théâtre des Champs-Élysées le 16 novembre, entourée de deux autres chanteurs. À Bordeaux aussi le 19 novembre. Je continue mon tour. Karine Deshaies en tour. Voilà, en tour. C'est ce qu'on souhaite. Les prochaines dates, ce sont donc ces deux concerts lyriques Viva l'Opéra, deux dates à l'Opéra de Toulon. Ce sera vendredi 9 octobre à 20h et dimanche 11 octobre à 14h30. Merci beaucoup Karine Deshaies. Quelques instants encore avec vous, Pascal Rambert. La mise en scène d'opéra. Oui, j'en ai fait en France et aux États-Unis. Mais quel plaisir. C'est justement, c'est le... Vous qui aimez la liberté, il y a quand même beaucoup de contraintes. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'en fais moins et que je fais mes pièces. Mais non, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de passer du temps avec les chanteurs. Après, tout ce qui est la préparation, comme ça, 2 ans à l'avance, je trouve ça assommant. C'est pas pour vous. Non, du tout. Mais les répétitions piano, c'est extraordinaire. La première fois qu'arrive, comme elle vient de le dire, l'orchestre dans la fosse, c'est extraordinaire. Tout se lève comme ça. C'est très physique l'opéra. J'ai adoré faire ça. Peut-être j'en ferai d'autres, mais pour le moment, non. Non, parce que pour le moment, l'agenda de Pascal Rambert, c'est jusqu'en 2024 rempli. Mais vous savez, il y a une très bonne blague là, juive, comme toujours, quoi, qui dit si vous voulez, si tu veux faire rigoler Dieu, par-lui tes projets. Enfin, je l'ai prise dans le roman d'Emmanuel Carrère, c'est lui qui cite ça. Non, mais je trouve cette phrase formidable. Enfin, c'est cette blague formidable parce que voilà un peu où on en est, quoi. C'est-à-dire qu'on sait absolument pas comment dans 15 jours, dans la joie Arthur Nosiciel, dans la mise en scène là de mes frères à la colline. Tous les soirs, ils se disent, mais peut-être c'est la dernière fois qu'on joue parce que demain quelqu'un sera malade et le travail qu'ils ont fait est tellement beau que j'espère que ça va pas se passer. Merci Pascal Rambert d'avoir été notre invité ce soir. Toujours une riche actualité vous concernant. Mes frères, cette mise en scène d'Arthur Nosiciel à la colline, c'est jusqu'au 21 octobre, on touche du bois. La suite du festival Rambert au Théâtre Joliette à Marseille jusqu'à samedi. La tournée de 3 annonciations que vous venez de créer à Rennes, qui joue encore ce soir, ce sera à Bayonne
Pau, Tours et Paris. Et puis bon, la suite, il y en aura toujours. Et puis les textes publiés pour l'essentiel aux solitaires intempestifs. Affaires culturelles, émission rendue possible grâce à Issa Toundoy, Marie Sorbier, Boris Pinault, Hugo Altmaier et Anouk Minaudier. Prise de son ce soir, Édouard Rumenstein et Baptiste Lénard. Réalisation Alexandre Faugeron. On se donne rendez-vous demain à 19h. Je serai avec la comédienne Souela Yacoub, qu'on peut voir notamment dans la série No Man's Land sur Arte. Souela Yacoub, qu'on peut entendre dès 8h55 dans les matins de France Culture pour répondre à la question « À quoi pensez-vous »